Donc, Jean-Charles, Movida ou alors c'est The Economist, on va le voir là, c'était la une, je crois, il y a 3 semaines, un mois. Autour des Roaring Twenties. Exactement. Je crois que Jean-Marc Vittori l'avait fait aussi dans Les Échos, les années folles. Voilà, donc référence à 1920. Mais alors, ça ne va pas rassurer grand monde comme référence, parce que ça se termine quand même dans le bruit et la fureur, cette histoire. Ça se termine mal. Oui, ça se termine mal. C'est pour autant pas nécessairement une histoire qui se réécrirait de la même façon, heureusement. Parce qu'on a la mémoire. Mais parce qu'on a la mémoire, et puis parce que les erreurs des années 20, alors il y en a certaines qui nous menacent déjà aussi, parce qu'il y a eu le protectionnisme qui est arrivé au cours des années 20, mais il y avait d'autres problèmes qu'heureusement on n'a pas. C'est-à-dire que un des problèmes majeurs, c'était quand même les suites de la Première Guerre mondiale en Europe, un effondrement de l'Europe et de capacité de production, d'organisation, de changements majeurs. Et on n'a pas ça aujourd'hui. C'était une de mes questions, mais on peut la remettre. Laissez-la, la une là. C'était une de mes questions. Est-ce que dans le Roaring Twenties, il n'y a pas justement toute la reconstruction? Et là, il n'y a pas de reconstruction. C'est un des sujets. Alors effectivement, il y a moins de facteurs d'exubérance. C'est-à-dire qu'il y a eu la grippe espagnole et là, on a le Covid. Donc c'est pour ça qu'on pense à ces fameuses années 20. C'est-à-dire qu'on termine sur un carnage épidémique les années 10, et puis on repart après cette grande épidémie, on repart avec une envie de vivre, de consommer, de se lancer dans l'innovation, de croire au progrès, de croire en l'avenir. C'est vrai que ce qu'il y avait dans les années 20, c'est qu'il y avait de la reconstruction à faire, mais la reconstruction qui était très plombée. La reconstruction, elle n'a pas été massivement financée, il n'y a pas eu de plan Marshall dans les années 20. Tout à fait. Et au contraire, il y avait tout le problème des dettes de l'Allemagne qui étaient assez exorbitantes et qui sont historiquement considérées comme évidemment un facteur de l'effondrement de l'Allemagne à la fin des années 20, une fois qu'il y aura 29. Ce qui est vrai, c'est que 29, qui est le crack, qui est un des déclencheurs, il a bien pour origine en partie une forme d'exubérance qui est mal maîtrisée, et qui va mal finir parce qu'effectivement, il y a un moment où il va y avoir une correction qui va être tellement forte que ça va emporter l'économie. C'est pas le même système monétaire, c'est pas du tout le même système financier mondial. Aujourd'hui, vous vous rendez compte de ce qu'on arrive à faire avec comme endettement, avec quelle souplesse on arrive à gérer des choses qui étaient impossibles dans les années 20, dans le système monétaire des années 20. Alors, qu'est-ce qui justifierait... Donc, tu as dit cette envie de vivre, d'abord. Voilà. Qui est quand même... Non, mais tu as raison, j'y pensais pas, Jean-Charles. Faut quand même que chacun s'imagine d'où on sortait. Exactement. En 1918. Donc cette envie de vivre, elle est au cœur de chaque être humain, finalement. Et on peut penser que là aussi, quelle que soit notre prudence, etc., mais on va en reparler, ce qui pourrait déclencher notre épargne, quelle que soit notre prudence, il y aura de toute façon une envie de consommer. Il y aura du rattrapage. Il y aura du rattrapage parce que vous allez vouloir, si les confinements prennent fin, les mesures restrictives prennent fin, vous allez avoir envie de plus sortir au restaurant que d'habitude, de plus aller faire la fête, de plus profiter de la vie sous toutes ses formes. Donc les dépenses de consommation, de loisirs vont être beaucoup plus fortes qu'en temps ordinaire. Il y aura forcément ce moment-là. Est-ce que ce moment-là, il va rattraper tout ce qui n'aura pas été fait, les fameux 200 milliards qu'on aurait économisés en France à la fin de l'année, si les prédictions sont bonnes en matière on a déjà économisé plus de 100, si ça continue, il y aura tout ce bas de laine à sortir, même s'il est assez concentré, donc il ne concerne pas tous les ménages. On va y aller sur le bas de laine. Restons sur les facteurs il est sur l'envie de se dire... ça fait tellement de bien, c'est tellement formidable de pouvoir revivre juste normalement, de pouvoir aller faire un week-end en Europe, de pouvoir se projeter à retrouver des copains l'été, faire des fêtes. Toutes ces choses-là vont être une envie commune partagée dans beaucoup de pays. Ça, c'est très vraisemblable. Il y a un autre élément dans les Roaring Twenties, c'est en fait la fée électricité qui prend sa pleine puissance. Voilà. Évidemment, elle naît au siècle précédent, mais là, c'est vraiment l'utilisation à pleine puissance de la fée électricité. Et on compare, en fait, est-ce que ça te semble pertinent avec ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer avec la digitalisation? Oui, et la digitalisation et les étapes, des couches d'étapes qui aujourd'hui sont restées probablement pas complètement exploitées et pas complètement dans les gains de productivité. Par exemple, je pense qu'il y a toutes les couches des 10 dernières années en intelligence artificielle sont restées encore à l'état de prototypes, de choses qui n'avaient pas encore vraiment de traces dans la vie réelle. Ça, ces choses-là, on peut espérer
voilà, il y a des tas de choses qui sont assez mûres maintenant et qui peuvent rentrer dans la vie réelle, dans la vie quotidienne des gens et être des choses que les gens exploitent et puis des paris que les gens font. Moi, je pense à une filière comme l'hydrogène, par exemple. C'est extraordinaire quand on voit en 10 ans le scepticisme que ça provoquait et aujourd'hui l'optimisme que ça peut faire naître. Alors voilà vraiment des choses sur lesquelles il y aura des envies. Juste d'un mot, parce que ça me fait sourire. Alors, je viens de dire à l'assistante avec laquelle je travaille et qui m'envoie des idées, arrête avec l'hydrogène, j'en peux plus. C'est-à-dire, en fait, la masse de boîtes en ce moment qui sont en train de nous dire, je vais faire ça avec de l'hydrogène, ça avec de l'hydrogène, le bonbon à hydrogène, le peigne à cheveux à hydrogène, enfin, tu as raison. Mais c'est un peu, Jean-Charles, tu faisais partie, donc c'est une phrase. Alors en fait, je crois qu'on l'attribue à Peter Thiel, Absolument. le fondateur de PayPal, et tu en faisais partie, Jean-Charles, des gars, cette phrase qui résume tout, qui dit la tech, on attendait les voitures volantes, on se retrouve avec Twitter. À l'époque, Peter Thiel disait Exactement. 140 caractères, maintenant je ne sais plus combien, ça doit être 240 ou 280. Voilà. Mais donc ça veut dire que cet effet déceptif de la tech, il y avait aussi le comparatif avec l'eau courante qui était excellent. Et qu'on a tous eu, économistes, en regardant les chiffres de la productivité mondiale, de la façon dont après chaque récession, on repartait un peu plus bas en rythme de croissance. Donc on avait tous le sentiment qu'il y avait un problème, au sens où on était plutôt dans un ralentissement global et dans les fameuses perspectives de stagnation séculaire. Oui, donc voilà. C'était ça, le livre de Gordon et d'autres auteurs qui étaient à nous dire, en fait, non, les progrès, ils sont impressionnants et remarquables scientifiquement, mais ils n'apportent pas grand-chose économiquement. Ils n'ont pas un grand changement sur la productivité. Et au contraire, on se retrouve plus avec des limites. D'abord, on est tous en train de vieillir sur cette planète, en âge moyen. Même des pays jeunes sont aussi en début de vieillissement. Et on a les problèmes environnementaux qui, évidemment, apparaissent comme un mur d'enjeux et de défis qu'on a du mal à appréhender. Et puis, on a aussi même des problèmes sociaux. Il ne faut pas se le cacher. On a des problèmes dans le capitalisme du XXIe siècle. On a des enjeux on voit bien que ça gêne un peu le fonctionnement de la machine parce qu'il y a des réticences, il y a des oppositions et donc au total, on se retrouve avec des Trump, avec des choses comme ça qui créent des problèmes à notre avancée collective. Ça, c'était d'une thèse. Et puis il y avait l'autre thèse, notamment de gens comme McAfee et Brendan Hoffson, qui étaient au contraire de dire attendez les gars, vous avez encore rien vu. Vous avez encore rien vu, et justement l'hydrogène, l'ordinateur quantique, la voiture autonome et tout ça. Et tout ça, ça va être qu'en fait, nos outils statistiques n'arrivent pas à mesurer les gains de productivité des nouvelles technologies, mais ils sont réels. Voilà. Oui, et on le constate tous dans notre activité quotidienne. Oui, alors il y a beaucoup de gens qui disent, en fait, contrairement à ce que vous imaginez, vous êtes en fait en déflation, c'est-à-dire qu'il y a plus de croissance et encore plus de déflation que vous l'imaginez, tellement il y a de qualité en plus qui vous est apportée. C'est-à-dire qu'en fait, la différence considérable entre un téléphone de 2021 et un téléphone de 1995, elle n'est pas suffisamment pricée aujourd'hui. Donc cet effet-là, et d'ailleurs les instituts statistiques le reconnaissent, ils disent s'il y a vraiment un sujet de travail, c'est pas parce qu'on sous-estimerait l'inflation, c'est peut-être au contraire parce qu'on la surestimerait. Vous savez, il y a des populistes qui avaient dit oh là là, en fait il y a beaucoup plus d'inflation que vous l'imaginez. Les gens disent non, en fait au contraire, il y en a peut-être beaucoup moins. Exactement. Parce que la qualité a rien à voir, même votre bagnole d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui te fait penser que là ça va pouvoir décoller, Jean-Charles, que l'ensemble de ces bons arguments que tu avances devant moi depuis des années avec constance, tout à coup sont balayés. Ce que je pense, c'est que effectivement, si la crise sanitaire, comme je pense ça va l'être, est vaincue par la science, comme jamais dans le passé, on aura eu une telle épreuve humaine qui est vaincue aussi fortement, aussi rapidement et avec autant d'avancées en plus qui profiteront à d'autres maladies, à d'autres sujets. Je pense qu'effectivement, l'élan d'optimisme peut être fort. L'élan d'optimisme peut être fort et que, en fait, c'est souvent le Graal un peu en économie de chercher ce point de confiance. Qu'est-ce qui entraîne d'un coup le fait que les ménages, les entreprises prennent plus de risques? C'est aussi de l'immatériel, des choses comme ça qui sont pas quantifiables et qui sont un état d'esprit d'un moment. Et donc, si cet état d'esprit, c'est tout à fait possible que ça se passe autrement, bien sûr. Mais s'il n'y a pas de grain de sable, s'il n'y a pas une crise internationale, un problème autre qui vient replomber l'ambiance et qui vient faire dire aux gens, ouais non, en fait, on s'en sort pas, le monde
est plutôt dans une période de crise qu'une période d'euphorie, ça marchera pas. Mais il y a une fenêtre, pour l'euphorie. D'où cette image de Movida que je trouve en fait meilleure que Roaring Twenties. Parce que la Movida, c'est ça. La Movida, c'est tout à coup une libération des énergies. Exactement. Dans un pays qui allait pas bien. Dans un pays qui structurellement, économiquement était... peu de richesse, qui avait peu d'atouts. Franco avait ruiné l'Espagne. Voilà. Et donc là, vous soulevez le couvercle et les gens se disent... Là, c'est l'euphorie. Je sais pas exactement d'ailleurs de quoi demain sera fait, mais j'ai tellement envie d'en profiter que je suis dans cette phase-là. Évidemment, ça voudra dire ce que tout de suite on va répondre, hein, c'est à dire attention, parce que du coup, ça va quand même un peu changer l'équation, c'est-à-dire que en termes de notamment taux d'intérêt, de contexte sur les prix, il y aura peut-être des tensions et donc des gens qui vont commencer à dire oulala, tout ça est un peu dangereux et donc on va devoir calmer côté banque centrale cette envie, surtout si l'envie elle se traduit par plus de dettes, mais je pense pas. Je pense qu'au contraire, t'as vu ce qu'a dit, il y a les ingrédients, si tu veux, pour avoir à la fois cette euphorie et pas de problèmes dans les engrenages monétaires. Ma nouvelle copine Isabelle Schnabel, qui est l'une des membres allemandes de la Banque Centrale Européenne, devant effectivement l'idée d'une remontée des taux là, aux États-Unis à la fin de la semaine dernière, elle a dit « Mais si les taux devaient remonter en Europe, ce serait une très très mauvaise nouvelle et donc nous ferions encore plus. » Voilà, pour les faire baisser. À toute force. Un mot, il nous reste 2 minutes pour libérer le bas de laine. Il y a à droite, à gauche, là, des idées de taxation qui arrivent. Évidemment, la mauvaise idée, ce serait de taxer. Ce serait vraiment une mauvaise idée. Ce serait vraiment une mauvaise idée parce que ça nous... Il y aura un effet, en fait, contraire. Surtout si l'idée, c'est aller taxer l'épargne actuelle temporaire comme ça. Les 20% qui ont bénéficié de... Si l'idée, c'est, et ça c'est récurrent dans le débat politique, c'est de refaire un geste sur le 0,5% des plus fortunés qui ne serait pas un geste conjoncturel, qui serait un changement de politique. On revient sur l'idée que il n'y a pas assez de taxation sur les très très fortunés. Ce sera encore autre chose. Mais si c'est une mesure qui touche les 2-3 déciles, là, ce serait complètement absurde. Parce que ces gens-là, au contraire, il faut les laisser. C'est pas des gens qui vont ne pas profiter. Je pense que c'est des gens qui vont avoir une consommation exceptionnelle si l'horizon s'éclaircit. Si l'horizon s'éclaircit, s'ils savent que cette épargne de précaution, ils n'en ont pas un besoin clair. C'est souvent des gens qui sont propriétaires, qui ont du patrimoine financier, qui vont se retrouver avec cet excédent-là et qui vont en faire un usage très positif. D'accord, mais tu auras encore renforcé ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ce frottement terrible là qui mine le capitalisme autour des inégalités. Oui, mais c'est là où il faut imaginer, et c'est là où peut-être que le plan de relance tel qu'il est en France est sous-dimensionné par rapport à ce que s'apprêtent à faire les Américains, c'est-à-dire, on n'a clairement pas choisi la même dimension, c'est-à-dire qu'effectivement, il faudrait peut-être donner des chèques. C'est peut-être le moment d'aller donner des chèques à des gens qui ont le plus souffert de cette crise. Et je trouve, les jeunes. Et je trouve qu'on est assez radin là-dessus. Hein. C'est toi qui le dis, ça. Mais oui, c'est moi qui le dis, parce qu'il y a des moments qui sont exceptionnels. Ce moment-là, il n'a pas été généré par une crise économique. Il n'y a pas eu quelque chose qui déraillait dans le système parce qu'il y avait du surinvestissement, des choses comme ça. Il n'y avait pas de problème économiquement début 2020. Quand on se replace à janvier 2020, tout va bien. Voyez, tout est à peu près en ordre. La machine tourne, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe. Donc le problème, il est complètement exogène. Donc un problème complètement exogène, avoir une réponse qui elle-même est complètement particulière, je pense que ça a du sens. Jean-Charles Simon, notre premier invité, on va aller parler justement d'un secteur, alors pour le coup qui est la tête dans le seau, le voyage d'affaires tout de suite.